Elles ont toutes éclaté de rire. J'ai juste esquissé un léger sourire. Cette nuit-là, elle a reçu un texto, mais pas de son ex. Il y a des blagues qui n'en sont pas vraiment. C'est une sonde, un test subtil pour évaluer le degré de manque de respect que vous êtes prêt à tolérer avec un sourire forcé. J'ai subi ces pics de la part de ma petite amie, Emma, pendant presque un an. Mais celle qu'elle a lancée vendredi soir dernier, entourée de ses amis qui gloussaient, a été la dernière que j'aurais à supporter. Je m'appelle Jack. J'ai 32 ans. Je suis du genre à bien réfléchir aux choses. J'aime avoir une stratégie, pour anticiper la suite. Cause et effet, action et conséquences. C'est ma vision du monde. Emma, 27 ans, s'épanouit dans le désordre. C'est un tourbillon de projets sociaux, de blagues privées, et de drames constants de faible intensité. Je pensais que nous nous complétions. Je vois maintenant que je n'étais pas un complément. J'étais la fondation stable sur laquelle elle dansait, pendant qu'elle tourbillonnait. Une grande partie de son chaos tournait autour de son ex-petit ami, Ryan. Leur relation s'est terminée il y a 3 ans, mais dans le monde d'Emma, il était un spectre, toujours présent. Son nom revenait sans cesse. Ryan adorait ce café. Ça me rappelle une escapade que Ryan et moi avions faite. C'était une comparaison subtile et incessante, un rappel constant que j'occupais un espace qui avait été le sien. Je ne suis pas du genre jaloux, mais je suis observateur. Le schéma était évident. Elle ne l'avait pas oublié. J'ai essayé d'en parler une fois, calmement et logiquement. Le résultat a été une semaine de larmes, des accusations de vouloir la contrôler, et une démonstration théâtrale où elle appelait ses amis pour sangloter sur le fait que je ne lui faisais pas confiance. J'avais appris ma leçon. La confrontation directe était vaine. Ça aurait juste été transformé en une histoire où j'étais le méchant. Alors, j'ai fait la seule chose logique. J'ai commencé à élaborer ma propre stratégie, un plan de secours, juste au cas où. Au cours des derniers mois, je me suis discrètement préparé à l'inévitable. J'ai installé une petite caméra de sécurité grand angle dans notre salon, pointée vers la porte d'entrée. Je lui ai dit que c'était pour la sécurité, ce qui n'était pas entièrement faux. J'ai aussi acheté un téléphone prépayé bon marché et une carte SIM, que j'ai cachée dans le tiroir de mon bureau. C'était mon kit de sortie d'urgence. J'espérais ne jamais en avoir besoin. Vendredi soir dernier, l'urgence est survenue. Nous étions dans un pub local avec ses amis pour une fête d'anniversaire. Emma, après quelques verres, tenait la vedette, racontant une histoire animée à voix haute. J'étais à côté d'elle, sirotant une bière, essayant simplement de survivre à la soirée. C'est alors que son amie Mia a parlé de lui. J'ai vu Ryan l'autre jour, a dit Mia, une lueur malicieuse dans le regard. Il a demandé de tes nouvelles, Emma. Le visage d'Emma s'est illuminé. Oh, vraiment? Comment il allait? Il sort avec quelqu'un. La conversation a dégénéré en une dissection détaillée d'un fantôme. Je suis resté assis, silencieux. Puis Emma, enhardie et théâtrale pour son public, a balayé la table du regard, m'a jeté un coup d'œil avec un sourire en coin, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, vous savez, si Ryan m'envoyait un message maintenant, à cette seconde précise, et me demandait de partir avec lui, je serais parti si vite. Je plaquerais Jack sans une seconde d'hésitation. Ses amis ont éclaté de rire. C'était un son aigu et mordant. Elle trouvait ça hilarant. La pique ultime. Je n'ai pas réagi. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste souri. Un sourire calme et neutre. Je l'ai regardée et j'ai dit, fais attention à ce que tu souhaites. Elle a ri de nouveau, se délectant d'être sous les feux des projecteurs. Oh, s'il te plaît. Comme si ça pouvait arriver. La conversation a continué, mais j'avais ma confirmation. La preuve claire et indéniable. Le point de rupture était atteint. Il était temps d'exécuter le plan que j'avais préparé. Nous sommes rentrés vers 1h du matin. Emma était encore euphorique de la soirée. Elle a enlevé ses talons et s'est effondrée sur le lit. J'ai dit que je resterais debout un peu plus longtemps. Elle s'en fichait. Une fois la porte de la chambre fermée, je suis allé à mon bureau. J'ai sorti le téléphone prépayé. J'ai retrouvé le numéro de Ryan, sauvegardé d'une ancienne conversation de groupe. En utilisant une simple application, j'ai usurpé son numéro.
Ça a pris 5 minutes. Puis, j'ai rédigé le texto. Il fallait que ce soit simple, plausible. Salut, c'est Ryan. Je sais que ça sort de nulle part, mais Mia m'a dit qu'elle t'avait vu et je n'arrête pas de penser à toi. Tu me manques. Tu es réveillé. J'ai envoyé le message au téléphone d'Emma. Ensuite, j'ai activé le flux de la caméra de sécurité du salon sur mon deuxième écran, j'ai mis mes écouteurs, et j'ai attendu. Le piège était tendu. Je suis patient. Je peux attendre mon heure pour le moment opportun. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté de la musique et navigué sur Internet. Le flux de la caméra de sécurité était une petite fenêtre silencieuse sur mon écran. Vers 2h15 du matin, la porte de la chambre s'est ouverte. Emma s'est glissée dehors, son téléphone à la main, l'écran brillant dans l'appartement sombre. Elle se mordait la lèvre, rayonnant d'une excitation nerveuse. Elle n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Elle pensait que j'étais plongé dans mon propre monde, les écouteurs sur les oreilles, complètement ignorant. La caméra, parfaitement positionnée, a tout enregistré. Elle se tenait près de la porte d'entrée, tapotant furieusement sur son téléphone. Quelques minutes plus tard, un sourire ravi et triomphant s'est étalé sur son visage. Elle a vérifié son téléphone une dernière fois, puis s'est retournée dans la chambre à pas de loup. 5 minutes plus tard, elle est réapparue. Elle avait troqué son pyjama contre un jean et un sweat à capuche. Elle portait son sac à main de tous les jours et un petit sac de voyage qu'elle utilisait pour les week-ends. Elle se déplaçait avec une urgence silencieuse, ses yeux se tournant vers moi à mon bureau. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé les yeux sur mon écran. Elle a enfilé ses chaussures, a jeté un dernier regard à l'appartement qui n'était plus le sien, et s'est éclipsée par la porte d'entrée. Dès qu'elle s'est refermée, j'ai retiré mes écouteurs. La comédie était terminée. J'ai sauvegardé la vidéo de la caméra de sécurité, une vidéo nette de 2 minutes de ma petite amie recevant un texto, s'habillant, faisant un sac et sortant en douce, sur un disque sécurisé et crypté. Puis, la phase de nettoyage a commencé. D'abord, j'ai double verrouillé la porte de l'intérieur. Ensuite, je me suis attaqué à son empreinte numérique. Je l'ai déconnecté de tous les services de streaming. J'ai changé le mot de passe de notre Wi-Fi partagé. Nous avions une carte de crédit commune à laquelle je l'avais ajoutée pour les dépenses partagées. Je me suis connecté au site de la banque, j'ai remboursé le petit solde, et je l'ai retiré en tant qu'utilisatrice autorisée. Puis, j'ai commencé à m'occuper de ses affaires personnelles. Je ne voulais pas d'un processus prolongé où elle reviendrait sans cesse. Je voulais une rupture nette. Je suis allé à notre placard de rangement et j'ai sorti les cartons de déménagement que j'avais achetés il y a un mois, dans le cadre de mon plan de secours. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai emballé sa vie. Chaque chemise, chaque paire de chaussures, chaque livre, chaque photo encadrée. J'étais méthodique, sans émotion, accomplissant simplement une tâche. Au lever du soleil, notre appartement, mon appartement, était nettoyé de sa présence. Une pile ordonnée de 27 cartons étiquetés se tenait près de la porte d'entrée. À 6 heures du matin, j'ai cassé le téléphone prépayé en 2 et je l'ai jeté dans un bac de recyclage électronique en allant à la salle de sport. La mission était accomplie. Le premier contact a eu lieu à 7h32 du matin. Un texto. Où es-tu? Je suis au restaurant où on allait. J'attends depuis 1 heure. C'était de Ryan. Le vrai Ryan. Emma lui avait clairement envoyé un message de son propre téléphone après être parti, lui indiquant où se retrouver. Le pauvre gars a dû se réveiller en découvrant un message déconcertant. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai sauvegardé. Le vrai chaos a commencé vers 9h du matin. Elle a dû abandonner son amant fantôme et rentrer à la maison. Mon téléphone a commencé à sonner, encore et encore. Je l'ai ignoré. Puis sont venus les textos. Une rafale de confusion, puis de fureur, puis de panique. Jake, ma clé ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Réponds à ton téléphone. Ce n'est pas drôle. Je t'entends à l'intérieur. Ouvre la porte. Je te jure que si tu ne me laisses pas entrer, j'appelle la police. J'ai finalement décroché. Je n'ai rien dit. Jake, a-t-elle hurlé. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi entrer. Non, ai-je dit calmement.
comment ça, non? C'est chez moi. Non, ce n'est pas le cas, ai-je corrigé. C'est mon appartement. Tu n'es pas sur le bail. Et depuis environ 7 heures, tu ne vis plus ici. Il y a eu un silence stupéfait. Quoi? De quoi tu parles? Je t'ai vu, ai-je dit, la voix glaciale. Je t'ai vu recevoir un texto. Je t'ai vu faire un sac. Je t'ai vu sortir en douce au milieu de la nuit pour retrouver ton ex-petit ami. L'ex que tu jurais n'être qu'un ami. Le même ex pour qui tu as plaisanté de me quitter quelques heures plus tôt. Tu étais réveillée, a-t-elle murmuré, la panique évidente dans sa voix. Oui, ai-je menti. J'ai tout vu. Tu as fait ton choix, Emma. Tu voulais me quitter pour lui sans hésiter. Alors, tu l'as fait. Le seul problème, c'est qu'il ne voulait pas de toi. C'est ton problème, pas le mien. C'était une erreur, a-t-elle pleuré. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, laisse-moi entrer. On peut en parler. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. Tes affaires sont emballées. Elles sont dans 27 cartons près de la porte d'entrée. J'ai engagé des déménageurs pour les récupérer à midi et les livrer chez tes parents. Je te suggère d'aller là-bas et d'attendre. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai bloqué son numéro. J'ai regardé mon appartement. C'était silencieux. C'était calme. C'était à moi. Je savais qu'il y aurait des retombées. Les grands changements créent toujours des vagues. L'assaut de tentatives de manipulation et une véritable guerre de l'information était attendu. La première phase a été la livraison de ses affaires. Les déménageurs que j'ai engagés étaient des professionnels. Ils sont arrivés à midi, ont chargé les 27 cartons, et les ont conduits à la maison de banlieue de ses parents. J'ai reçu un message du chef d'équipe à 13h15. Livraison terminée. La propriétaire a signé. Elle n'était pas contente. Je parie que non. La deuxième phase a été la campagne de diffamation. Elle a été lancée avec une précision chirurgicale. Le soir même, mes réseaux sociaux étaient un champ de bataille. Ses amis, menés par Mia, ont déchaîné un torrent de publications. Elles ne m'ont pas nommé, bien sûr, trop maligne pour ça. À la place, elles ont fait l'éloge de leur amie courageuse et radieuse qui venait d'échapper à une relation toxique et possessive. Elles parlaient de manipulation psychologique et d'abuseurs experts en technologie qui tentent des pièges élaborés. L'histoire était que moi, le petit ami jaloux et peu sûr de lui, je l'avais piégé à cause d'une pique inoffensive, puis je l'avais cruellement expulsé, prouvant que j'étais le monstre qu'elle avait toujours craint. C'était une réécriture magistrale de l'histoire. Et pendant quelques jours, ça a marché. J'ai reçu des messages de colère de connaissances communes. J'ai été retiré de la liste d'amis de personnes qui n'avaient entendu que sa version. Ils essayaient de m'isoler, de me faire passer pour le méchant dans une histoire où elle était la seule victime. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont supposé que je les combattrais sur leur terrain, celui des publications émotionnelles et dramatiques sur les réseaux sociaux. Je ne me bats pas avec du drame. Je me bats avec des preuves. J'ai attendu que leur campagne atteigne son apogée. Mercredi, Emma a publié une longue et larmoyante histoire de survivante sur son Instagram. Elle y décrivait le poids écrasant d'être avec quelqu'un qui ne lui faisait pas confiance et la nuit terrifiante où elle a été brusquement rejetée pour un malentendu. Elle a obtenu des centaines de j'aime et de commentaires de sympathie. C'était mon signal. Je suis allé à mon dossier de preuves. J'avais la capture d'écran du message confus du vrai Ryan et, bien sûr, la vidéo haute définition et irréfutable de ses actions. J'ai créé une simple page web privée sur un serveur personnel, protégé par un mot de passe. La page était claire et directe. En haut, le titre « La vérité sur vendredi soir dernier ». En dessous, j'ai intégré la vidéo de 2 minutes de la caméra de sécurité. Sous la vidéo, j'ai posté la capture d'écran du texto de Ryan. En bas, un seul paragraphe. Voici la réalité de ce qui s'est passé. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Le choix d'agir sur un désir de longue date, démontré par la réponse immédiate et enthousiaste à un message que l'on croyait provenir d'un ex-petit ami. C'était le choix de faire un sac et de s'éclipser au milieu de la nuit pour retrouver un autre homme. L'histoire ultérieure d'abus et de contrôle est une invention pour cacher la honte d'une liaison ratée. Je ne participerai à aucun débat public.
La vérité parle d'elle-même. J'ai envoyé un unique email à 3 personnes, la mère d'Emma, le père d'Emma, et Mia, sa meilleure amie et principale propagandiste. Objet, la vérité. L'email ne contenait que le lien vers la page web et le mot de passe. L'impact a été immédiat et total. C'était comme éteindre leur incendie de mensonges avec un seau de réalité froide et dure. Cela fait 5 mois. Le silence d'Emma et de ses amis a été absolu. La page web privée que j'ai créée a été un interrupteur d'urgence pour tout leur récit. On ne peut pas contester une preuve vidéo de sa propre trahison enthousiaste. J'ai appris par des contacts communs ce qui s'est passé après l'envoi de cet email. Ses parents, qui avaient financé sa campagne de victimisation et alimentaient son indignation, étaient mortifiés et profondément embarrassés. Ils ont vu la vidéo de leur fille, excitée et sournoise, faisant un sac pour tromper l'homme qui l'avait soutenue. Ils ont vu la preuve que toute son histoire était un mensonge. Leur soutien financier aurait été drastiquement réduit, et on lui a dit sans détour de grandir et d'assumer les conséquences de ses actes. Mia, la loyale meilleure amie, est devenue complètement silencieuse. Le soutien en ligne a cessé. La croisade pour son ami maltraité a pris fin. Il est difficile de se rallier à quelqu'un quand on a la preuve concrète que c'est un menteur. La retombée la plus satisfaisante est venue de Ryan, l'ex. Agacé d'être le fantôme de notre relation et maintenant entraîné dans ce drame public, il a posté une unique déclaration claire sur son propre Facebook. Pour être clair, je n'ai pas contacté Emma depuis plus d'1 an. Je suis dans une relation heureuse et engagée. Je ne lui ai pas envoyé de message, et sa vie ne m'intéresse pas. Veuillez respecter ma vie privée. Il a confirmé sa version et l'a complètement reniée. C'était le dernier clou public dans le cercueil de son histoire de victime. La vie d'Emma, d'après ce que j'entends, s'est effondrée. Sans mon soutien financier et avec ses parents qui resserrent les rênes, elle a dû prendre un 2e emploi. Elle travaille sans arrêt, vit dans un appartement exigu avec 2 colocataires. Sa vie glamour et alimentée par le drame a été remplacée par la réalité silencieuse et écrasante de la responsabilité d'adulte. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Une vie façonnée par ses propres choix, et non une vie soutenue par un homme qu'elle ne respectait pas. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien. L'appartement ressemble maintenant à un havre de paix, un lieu de calme et d'ordre. Je me suis plongé dans mon travail et je m'épanouis. Je fréquente de nouveau des gens, de manière décontractée. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau, une bibliothécaire. Nos conversations portent sur des choses réelles, sur la construction d'un avenir, pas seulement sur le maintien des apparences. C'est la relation la plus rafraîchissante que j'ai jamais eue. La vengeance ultime, ce n'était pas le piège du message. Ce n'était pas d'emballer ses affaires ou d'envoyer la vidéo. La vengeance ultime, c'était le refus de jouer à son jeu. Elle voulait un combat chaotique, émotionnel, dramatique. Elle voulait être la victime d'un grand et tragique récit. Je ne lui ai rien donné de tout ça. Je lui ai donné la vérité froide et indéniable. Je lui ai présenté les preuves de ses propres choix et je les ai laissées parler d'elle-même. Elle a essayé de m'entraîner dans le désordre qu'elle avait elle-même créé. J'ai refusé d'y aller. Je suis resté sur un terrain solide et je l'ai regardé couler. Elle a plaisanté en disant qu'elle me plaquerait sans une seconde d'hésitation. Au final, c'est moi qui l'ai laissé tomber, instantanément et de façon permanente, dans le passé. Et mon avenir est un système qui fonctionne parfaitement, sans le moindre accroc.